que vous savez ce que c'est que la dysphasie? Non, pas trop. J'ai déjà entendu, mais je me souviens pas trop là. Je sais pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire, mais ça doit être un défaut, quelque chose sur la ligne de santé, quelque chose qui n'est pas correct. La dysphasie. La dysphasie? Oui. Ah non, ça non, pas du tout, non. Aucune idée de cela. Absolument pas. Jamais entendu parler. J'ai entendu, mais je ne me souviens pas de ce que ça veut dire. Dysphasie. Non. Non. Ça vient de rien. Non. Dysphasie. Non. Non. Non, je sais pas. Dans cette capsule, nous allons aborder les questions suivantes. Qu'est-ce que la dysphasie? À quel âge pose-t-on le diagnostic? Quelles sont les causes possibles de la dysphasie? Le fonctionnement d'un cerveau de dysphasique est-il particulier? La mémoire est-elle impliquée dans les difficultés rencontrées par l'enfant dysphasique? Quels sont les traitements possibles de la dysphasie? Et enfin, comment évolue la dysphasie avec l'âge? Alors, la dysphasie est un trouble neurodéveloppemental sévère et durable de l'acquisition du langage oral. Pour poser ce diagnostic, il faut exclure un certain nombre de diagnostics différentiels, dont notamment la surdité, le retard mental, les troubles de la communication non verbale ou un déficit environnemental déprimé de manière assez importante. C'est un trouble qui touche 5 à 8% de la population générale et qui va toucher un enfant sur 100 en âge scolaire. Il touche également plus fréquemment les garçons que les filles. C'est un trouble qu'il est important de reconnaître parce que c'est un trouble qui va avoir des conséquences très importantes sur non seulement l'adaptation sociale de l'enfant, mais également la qualité de ses apprentissages scolaires. Théoriquement, on pose le diagnostic de dysphasie vers l'âge de 5-6 ans. Ça ne veut pas dire, bien sûr, que si vous suspectez que votre enfant a des difficultés au niveau de langage, il faut attendre jusque-là pour consulter. En effet, déjà vers 2-3 ans, on peut aider et soutenir les familles et leurs enfants qui présentent des troubles du langage. Et par ailleurs, on peut aussi déjà avoir des arguments qui vont être soit rassurants, soit peut-être plus en faveur d'une dysphasie un peu plus tôt. Une autre situation qui est parfois un petit peu plus difficile et qu'on rencontre assez souvent en Belgique est le multilinguisme. Souvent les familles réagissent un petit peu plus tard, il y a plusieurs langues. On se dit que c'est peut-être pour ça que l'enfant démarre un peu moins vite. Et pour nous, médicalement, c'est parfois aussi un petit peu plus difficile de poser le diagnostic immédiatement. On doit souvent prendre un petit peu plus de recul, mettre en place des thérapies et voir l'évolution. Un argument qui est et qui reste fiable, c'est la présence des troubles et leur persistance dans toutes les langues parlées par l'enfant. Alors, il y a 3 grands groupes de facteurs étiologiques de la dysphasie. D'abord, ce sont des facteurs génétiques, ensuite des facteurs neurobiologiques et enfin des facteurs environnementaux. Au niveau des facteurs génétiques, ce qu'on a mis en évidence, c'est que la dysphasie était beaucoup plus fréquente chez des jumeaux monozygotes, c'est-à-dire des vrais jumeaux, que chez les jumeaux dizygotes qui sont des faux jumeaux. Elle est présente chez les deux jumeaux dans 80% des cas des jumeaux, des vrais jumeaux, et dans 50% des cas des faux jumeaux. Faisons une pause et récapitulons. De plus, la dysphasie est beaucoup plus fréquente au sein d'une même famille, chez plusieurs individus d'une même famille, que dans la population générale. Un autre indice du facteur génétique.
Concernant les facteurs neurobiologiques responsables et qui causent la dysphasie, plusieurs études, aussi bien anatomopathologiques que des études en imagerie cérébrale, ont mis en évidence qu'il y avait des modifications structurelles et fonctionnelles des zones du langage chez les enfants dysphasiques quand on comparait ces zones du langage avec des enfants normaux. Notamment dans le cortex cérébral, c'est-à-dire qui est l'enveloppe du cerveau. La structure du cortex semble être légèrement modifiée chez les enfants dysphasiques dans ces zones langagières, mais également dans la substance blanche, qui est la zone qui permet la transmission de l'information nerveuse vers les autres structures du corps, qui également a montré des modifications structurelles. Ces modifications structurelles semblent également avoir des conséquences au niveau du fonctionnement cérébral de ces enfants. Quand on soumet des tâches langagières, quand on soumet à des enfants dysphasiques des tâches langagières, on observe des modifications du fonctionnement cérébral et le cerveau a l'air de s'activer différemment chez les enfants dysphasiques que chez les enfants normaux, et ce principalement dans l'hémisphère gauche, qui est l'hémisphère dominant du langage dans 90% de la population générale. Le troisième élément qui peut entraîner des difficultés langagières, c'est l'environnement, et donc l'importance des stimulations langagières qui sont présentes chez l'enfant. Elles peuvent avoir une conséquence sur le développement du langage, et c'est important de le savoir parce que c'est justement là-dessus que l'on va pouvoir agir. C'est une question assez difficile. Il y a actuellement énormément d'études en cours par rapport au fonctionnement cérébral des enfants dysphasiques. Et il y a de nombreuses hypothèses, il y a de nombreuses pistes de travail. Une chose est certaine, il n'y a pas une cause unique qui explique toute la variabilité de symptômes que peut présenter un enfant dysphasique. On sait que pour développer un langage normal, on a besoin d'utiliser plusieurs zones cérébrales, on a besoin d'un bon fonctionnement de réseau et de connexion. Toutes ces zones, toutes ces connexions peuvent être impliquées dans les troubles. Les études les plus récentes tentent à montrer qu'il s'agirait de circuits peu ou mal organisés qui empêcheraient finalement le bon fonctionnement des réseaux nécessaires au développement harmonieux du langage. Beaucoup d'enfants dysphasiques présentent des troubles de la mémoire, à court terme essentiellement, mais plus spécifiquement de la mémoire séquentielle immédiate, dès qu'il s'agit de traiter des informations auditivo-verbales. Quelle est l'origine réelle de ces déficits? On ne sait pas très bien. Cela peut être un trouble de mémoire au sens strict du terme, mais peut être aussi une conséquence d'une pathologie plus générale qui implique tous les processus séquentiels, dont le langage. En pratique, on observe des enfants qui ont des difficultés à répéter des mots longs, des non-mots, des mots compliqués, mais aussi des enfants qui ont de la peine à rappeler immédiatement une histoire, par exemple. Alors, le traitement de base de la dysphasie, c'est évidemment la prise en charge logopédique. Celle-ci devrait être la plus précoce possible dès qu'on met en évidence des difficultés. On considère qu'on débute cette prise en charge entre 3 et 4 ans. Ça paraît être l'idéal chez les enfants dysphasiques. Cette prise en charge logopédique sera durable, comme on l'a dit. Évidemment, c'est pas possible de savoir à 3-4 ans si cette prise en charge sera durable, vu que le diagnostic de dysphasie ne peut pas être posé si jeune, mais si en effet la dysphasie se confirme, il faut considérer que cette prise en charge sera très très longue, en tout cas pendant toute la période développementale langagière de l'enfant, qui va théoriquement même jusqu'à l'adolescence. En plus de cette prise en charge logopédique, il se peut qu'au cours de l'évolution de l'enfant, cet enfant ait besoin d'autres prises en charge, comme par exemple une prise en charge psychologique. Il faut savoir en effet que la dysphasie a des conséquences, comme je l'ai dit au début dans la définition, sur l'intégration sociale de l'enfant, et donc il se peut qu'une psychologue puisse en effet l'aider à mieux aborder ces difficultés dans sa vie sociale. Les autres prises en charge que les enfants dysphasiques peuvent dont ils pourraient éventuellement avoir besoin, ce sont des prises en charge éventuellement chez des kinésithérapeutes ou des ergothérapeutes si jamais ils ont
également en comorbidité des troubles de la motricité. Il se peut éventuellement que certaines comorbidités, comme par exemple les troubles de l'attention, nécessitent éventuellement une aide médicamenteuse également. Dans un premier temps, je voudrais d'abord vous rassurer. La toute grande majorité des enfants dysphasiques acquièrent un niveau de langage qui est opérationnel. Par ailleurs, on sait qu'un trouble important de langage vers 2-4 ans n'est pas d'office un signe péjoratif d'évolution. Le pronostic au sens strict du terme, bien sûr, il va dépendre du type et de la sévérité de la dysphasie. Il va dépendre de la qualité de la rééducation et aussi du soutien familial et scolaire afin de maintenir l'enfant dans l'interaction, mais aussi des troubles potentiellement associés. On sait qu'il faut, chez ces enfants, après, poursuivre un soutien et un suivi scolaire attentif, parce que beaucoup ont des difficultés pour l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, mais aussi du calcul. Et chez les plus grands, fin primaire, âge secondaire, on a quand même encore une bonne quantité d'enfants qui ont des troubles de compréhension à la lecture.